À l'automne 1979, un parachutiste belge se tenait dans un hangar de la base aérienne de Schaffen, à 20 km au nord de Louvain, tenant un fusil qui n'existait dans aucun arsenal réglementaire 6 mois plus tôt. L'objet était noir, compact, doté d'une crosse pliante qui réduisait son profil au point de pouvoir le glisser dans un sac de déploiement sans avoir à tout réorganiser à l'intérieur. Il pesait un peu plus de 3 kg à vide, assez léger pour que l'on remarque la différence après l'avoir porté pendant 8 heures, mais assez lourd pour ne pas ressembler à un jouet. La désignation frappée sur la carcasse indiquait FN-FNC. Et si vous ne connaissiez pas l'histoire, vous auriez pu penser qu'il s'agissait simplement d'un énième fusil en 5,56 mm rejoignant les douzaines de modèles apparus depuis que l'OTAN s'était standardisé autour de cette petite cartouche au début des années 1970. Mais le FNC n'était pas n'importe quel fusil. C'était la réponse de la Belgique à une question que le pays ne voulait pas affronter. Que faire quand l'équipement qui a fait votre renommée devient obsolète? Pendant 3 décennies, la FN Herstal avait fabriqué le FAL, le fusil automatique léger, un modèle de combat en 7,62 mm qui avait équipé plus de 90 pays et gagné le surnom de bras droit du monde libre. Le FAL avait été le joyau de l'ingénierie belge, une arme si fiable et si largement adoptée qu'elle avait rendu la FN Herstal synonyme d'armement de qualité. Pourtant, en 1975, le monde avait changé. L'OTAN passait aux 5,56 mètres poussé par les enseignements tirés des conflits en Asie du Sud-Est et par la reconnaissance que l'infanterie moderne privilégiait des charges de munitions plus légères et des cadences de tir contrôlables plus élevées. Le FAL, aussi brillant fut-il, appartenait à une époque révolue. Le FNC arriva sans fanfare. Il n'y eut pas de grandes annonces, ni de tournées médiatiques présentant la dernière innovation belge. Au lieu de cela, le fusil entra en service discrètement, distribué d'abord aux unités aéroportées et aux forces spéciales. Des soldats qui avaient besoin de quelque chose de plus compact que le FAL, mais tout aussi fiable. Si vous demandiez aux ingénieurs de la FN Herstal ce qui rendait le FNC différent, ils ne pointeraient pas une technologie révolutionnaire ou des performances balistiques inédites. Ils désigneraient le système d'emprunt de gaz, la manière dont l'arme gérait le recul, ou la crosse pliante qui permettait de ranger l'équipement sans le démonter. Ce n'étaient pas des caractéristiques spectaculaires, mais elles étaient le fruit d'une réflexion approfondie sur les besoins réels des troupes, plutôt que sur ce qui paraît impressionnant dans un catalogue. Le parachutiste de Schaffen ne se souciait guère de tout cela. Ce qui lui importait, c'était que le fusil tienne dans son pactage, qu'il ne s'enraye pas lors des exercices et que lorsqu'il sautait d'un C-130 à basse altitude, il puisse déployer la crosse d'une seule main pour disposer d'un équipement opérationnel quelques secondes après avoir touché le sol. Le FNC remplissait toutes ses missions sans broncher, et dans l'ingénierie appliquée aux environnements exigeants, la fiabilité est la seule forme de génie qui compte vraiment. Si des récits comme celui-ci vous aident à comprendre comment l'ingénierie a discrètement façonné l'histoire, dites-nous en commentaire ce qui vous a surpris jusqu'ici, et restez avec nous pour la suite. En 1975, la FN Herstal était une entreprise à la croisée des chemins, une situation qu'elle n'avait pas choisie. Installée dans la ville industrielle de Herstal, aux portes de Liège, la société avait passé les décennies d'après-guerre à produire le FAL, un succès tel qu'il avait fait de la Belgique un acteur majeur du secteur, malgré la taille modeste du pays. Le FAL était plus qu'un produit. C'était la preuve qu'une petite nation dotée d'une forte tradition d'ingénierie pouvait rivaliser avec les superpuissances. Mais ce succès avait rendu la FN prudente. Lorsque l'OTAN commença à discuter du passage aux munitions de 5,56 mm au début des années 1970, la réponse initiale de la FN fut de défendre le standard 7,62 mm, arguant que cette cartouche plus large offrait une balistique et une puissance d'arrêt supérieure. Le problème était que l'OTAN ne demandait pas d'avis.
La décision était déjà prise, motivée par les expériences américaines sur le terrain et par le constat qu'un soldat pouvait transporter 2 fois plus de munitions de 5,56 mm pour le même poids que le 7,62 mm. D'autres fabricants européens avaient anticipé ce virage et commençaient déjà à développer de nouveaux modèles. Heckler & Koch avait le G41, SIG le SG540 et Beretta travaillait sur l'AR-70. La FN était en retard et tout le monde le savait. En interne, l'entreprise faisait face à un dilemme, tenter d'adapter le FAL au 5,56 mm ou repartir de zéro avec une conception totalement nouvelle. Les ingénieurs choisirent la seconde option, mais ce ne fut pas un choix facile. Recommencer à zéro signifiait abandonner des décennies de savoir-faire en production, réoutiller les lignes de fabrication et accepter que la domination du FAL était terminée. Cela signifiait aussi concevoir un fusil capable de concurrencer des fabricants qui avaient pris de l'avance. Le projet FNC débuta en 1976 sous des contraintes strictes. L'arme devait être légère, ce qui impliquait une gestion méticuleuse des matériaux et l'élimination de toute masse inutile. Elle devait être fiable dans des conditions hostiles, ce qui excluait les systèmes dépendants de tolérances trop serrées ou d'un entretien complexe. Enfin, elle devait être abordable, car le budget de la défense belge était limité et les clients à l'exportation étaient sensibles au prix. L'équipe de conception se concentra sur des principes éprouvés, plutôt que sur l'innovation pure. Ils sélectionnèrent un système de piston à gaz à course courte, similaire à ce qui était utilisé sur la série soviétique AK et sur d'anciennes conceptions de la FN. Ils fabriquèrent la carcasse inférieure en acier, embouti, plutôt qu'en aluminium usiné, réduisant les coûts tout en préservant la robustesse. Ils conçurent l'ensemble porte-culasse, pour qu'il soit assez simple pour qu'un utilisateur puisse démonter l'arme sur le terrain sans outils. Chaque décision était pragmatique, guidée par l'idée que les troupes n'ont pas besoin de perfection, mais de quelque chose qui fonctionne quand tout le reste s'effondre. En 1977, les premiers prototypes étaient prêts pour les tests, et la FN soumit le concept à la commission d'évaluation belge, sachant que l'approbation nationale était essentielle avant d'aborder les marchés étrangers. Le fusil qui émergea de ces essais était plus svelte que le FAL, plus compact que le G3 et mécaniquement plus simple que le M16. Il n'a rien révolutionné, mais il n'en avait pas besoin. Le cœur du fonctionnement du FN-FNC réside dans son système d'emprunt de gaz. Un mécanisme qui semble simple jusqu'à ce que l'on comprenne les alternatives qu'il a rejetées. Lorsqu'un coup part, la poudre à l'intérieur de la cartouche brûle et génère des gaz à haute pression qui propulsent le projectile dans le canon. Mais ce gaz ne se dissipe pas simplement après la sortie de la balle. Dans les fusils automatiques et semi-automatiques, une partie de cette énergie est capturée pour faire fonctionner le mécanisme. Extraire l'étui vide, charger une nouvelle cartouche et préparer l'arme pour le coup suivant. Ce qui différencie les modèles, ce n'est pas l'utilisation du gaz, mais la manière de le gérer. Le M16 utilise l'emprunt de gaz direct. Dans ce système, les gaz de propulsion sont canalisés par un tube qui va d'un port dans le canon jusqu'au porte-culasse. Le gaz entre dans le transporteur et pousse directement contre la culasse pour cycler le mécanisme. C'est élégant mécaniquement, car cela élimine des pièces mobiles, mais cela présente une faiblesse. Le gaz transporte des résidus de combustion directement dans l'ensemble de culasses, où ils peuvent s'accumuler et causer des encrassements si l'entretien n'est pas régulier. Dans des environnements humides ou poussiéreux, cela peut devenir problématique. Le FN-FNC adopte une approche différente. Le piston à gaz à course courte. Ici, les gaz poussent un petit piston situé au-dessus du canon. Le piston recule d'environ 10 mm avant qu'un ressort de rappel ne le renvoie à sa position initiale. Durant ce bref mouvement, le piston frappe le porte-culasse, lui donnant assez d'élan pour déverrouiller la culasse rotative et lancer le cycle d'extraction. La différence clé est que le piston ne pénètre jamais dans la carcasse
et que les gaz sont évacués vers l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur du mécanisme de tir. Cela maintient la culasse plus propre et réduit la sensibilité aux variations de munitions. La culasse rotative elle-même se compose de 7 tenons qui s'engagent dans des encoches correspondantes. Lorsque l'arme est prête à tirer, la culasse est verrouillée et les tenons répartissent la pression uniformément. Quand le piston frappe le porte-culasse, celui-ci recule et fait pivoter la culasse d'environ 30 degrés, désengageant les tenons. Un ergot de cam guide cette rotation, assurant un déverrouillage et un reverrouillage précis. Tout ce cycle se produit en quelques millisecondes, assez rapidement pour un tir automatique soutenu, mais assez contrôlé pour que l'arme reste précise en mode semi-automatique. Les ingénieurs de la FN ont choisi ce système pour son équilibre entre complexité et fiabilité. Un piston à course courte demande plus de pièces que l'emprunt direct, mais moins que les systèmes à course longue comme ceux de la K-47. Cela maintient la masse mobile à un niveau bas, ce qui améliore les caractéristiques de recul, tout en isolant la culasse des effets corrosifs de la combustion. Lors des tests, le FNC a démontré une capacité à tirer plus de 10 000 coups sans incident majeur, un chiffre qui le plaçait parmi les fusils les plus fiables de sa génération. Pensez-vous que ce choix de conception était inévitable ou un pari risqué à l'époque ? Partagez votre avis en commentaire et transmettez cette histoire à quelqu'un qui aime comprendre les rouages des choses. Les premiers essais du FNC eurent lieu en 1978 sur les terrains militaires près de Brașov, une zone boisée au nord d'Anvers, où les températures peuvent chuter sous 0 en hiver et grimper au-delà de 25 degrés en été. L'armée belge avait structuré l'évaluation autour de tests d'endurance plutôt que de tirs de précision pure, une décision reflétant l'approche pragmatique du pays. On ne cherchait pas un fusil capable de faire des groupements parfaits à 300 mètres, mais un outil capable de fonctionner après avoir été plongé dans la boue, trempé par la pluie, et utilisé de manière continue jusqu'à ce que le canon soit brûlant. Les ingénieurs de la FN connaissaient les enjeux. Le budget de défense belge était restreint, et convaincre l'armée de remplacer le FAL exigeait de démontrer non seulement une compétence, mais une supériorité dans des conditions où d'autres modèles avaient échoué. Le protocole incluait des tests d'immersion, où les fusils étaient plongés dans de l'eau chargée de sable, puis utilisés sans nettoyage. Il y avait des tests de froid extrême où les armes restaient à moins 20 degrés pendant 72 heures avant de devoir fonctionner instantanément. Enfin, des tests d'endurance thermique voyaient les fusils tirer en mode automatique jusqu'à ce que le canon rougisse et que les garde-mains commencent à fumer. Le FNC réussit ses examens, mais non sans quelques ajustements. Les premiers prototypes montraient une tendance du piston à gaz à se gripper après une exposition prolongée au gel, un problème dû à des jeux insuffisants dans le cylindre à gaz. Les ingénieurs élargirent légèrement les tolérances, sacrifiant une part négligeable d'efficacité pour garantir le fonctionnement par grand froid. Un autre souci apparut lors de tirs intensifs. La chambre peinait parfois à extraire les étuis après plus de 300 coups rapides. L'enquête révéla que la chambre n'était pas cannelée. Elle manquait de ces rainures longitudinales qui aident à rompre le seau entre l'étui et les parois de la chambre. L'ajout de ces cannelures régla le problème au prix d'une légère complexification de la fabrication. Ce qui impressionna la commission d'évaluation ne fut pas une absence totale de défauts, mais la rapidité et la méthode avec lesquelles la FN corrigeait les problèmes. Lorsqu'un tenon de culasse se fissura, les ingénieurs ne se contentèrent pas d'utiliser un matériau plus solide. Ils analysèrent les contraintes, découvrirent que la fissure partait d'un angle trop vif dans la géométrie de la pièce et redessinèrent le tenon avec un arrondi pour mieux répartir les forces. Lorsque les testeurs notèrent que les organes de visée étaient difficiles à utiliser par faible luminosité, la FN ajouta des inserts luminescents sans attendre de demande formelle. Ce n'étaient pas des innovations spectaculaires, mais cela prouvait une grande discipline d'ingénierie. Fin 1978,
Le FNC avait terminé ses essais et fut officiellement adopté par les forces armées belges. La décision ne fit pas l'unanimité. Certains officiers estimaient que le FAL restait adéquat et que le changement était une dépense inutile. Mais le vote passa. La FN se tourna immédiatement vers la planification de la production. Sachant que la commande belge ne suffirait pas à pérenniser le programme. Le fusil avait besoin de clients étrangers, ce qui signifiait affronter des modèles déjà bien établis sur la scène internationale. La crosse pliante du FNFNC semble à première vue être une simple fonction de confort, quelque chose d'appréciable mais non essentiel. La plupart des fusils sont épaulés avec la crosse déployée, et dans cette configuration, qu'elle se plie ou non importe peu. Pourtant, en 1979, la Belgique n'achetait pas seulement un fusil pour l'infanterie conventionnelle. Les premières unités à recevoir le FNC furent les parachutistes, des soldats qui devaient porter l'arme lors d'insertions aéroportées et la ranger de manière sécurisée pendant la descente. Pour eux, la crosse pliante était une exigence absolue. La crosse est constituée d'une structure en acier qui se rabat sur le côté gauche, réduisant la longueur totale de 997 mm à 766 mm. Cette réduction de 30 cm peut paraître dérisoire jusqu'à ce que vous tentiez de loger un fusil dans un harnais de saut ou un support de véhicule, et réalisiez que chaque centimètre compte. Le mécanisme de charnière est renforcé par des inserts en acier pour éviter tout jeu, un détail qui ajoute du poids mais garantit que l'arme reste précise même après des milliers de manipulations. Une fois verrouillée en position ouverte, la crosse est aussi rigide qu'un modèle fixe. Mais la raison profonde de l'importance de cette crosse n'a rien à voir avec les opérations aéroportées. Elle révèle comment la FN a compris l'évolution des conflits modernes. En 1950, lors de la conception du FAL, le combat d'infanterie était encore imaginé en terrain ouvert, avec des engagements à longue distance. En 1979, cette vision avait été remplacée par quelque chose de plus rapide et chaotique. Insertion par hélicoptère, opérations urbaines, réponse rapide à des menaces soudaines. Les troupes ne marchaient plus vers le combat. Elles y étaient transportées, et à l'arrivée, elles devaient être opérationnelles en quelques secondes. La crosse pliante du FNC était la reconnaissance par la Belgique de ce changement. C'était admettre que la mobilité pourrait compter plus que la puissance de feu brut et que l'équipement du futur se définirait par sa rapidité de déploiement. D'autres modèles en proposaient, mais celle du FNC était conçue avec un soin suggérant que la FN voyait au-delà de la simple vente. Elle ne se contentait pas de se plier. Elle se verrouillait fermement dans les deux positions, ne vibrait pas et pouvait être déployée d'une main, pendant que l'autre tenait une sangle de parachute ou une poignée d'hélicoptère. Cette attention aux détails opérationnels est ce qui a distingué le FNC de modèle conçu pour briller dans les catalogues mais décevant à l'usage. La FN n'avait pas cherché à construire l'objet le plus innovant du monde. Elle avait voulu créer un outil en lequel les parachutistes belges auraient toute confiance au moment de sauter d'un C-130 à 500 pieds de hauteur, et cette contrainte a façonné chaque décision du système de gaz au mécanisme de la crosse. Le FNFNC n'a jamais atteint la domination mondiale dont la FN Herstal avait bénéficié avec le FAL. La Belgique l'a adopté, tout comme l'Indonésie et la Suède. Mais le fusil est resté l'outil de spécialistes, respecté par ses utilisateurs, mais éclipsé par des modèles produits en plus grande série et soutenu par un marketing plus agressif. Heckler & Koch a remporté davantage de contrats européens avec le G36. La plateforme M16 a continué de dominer les approvisionnements occidentaux. Le FNC a trouvé sa niche auprès des unités aéroportées et des forces spéciales, des soldats appréciant sa compacité et sa simplicité mécanique, sans jamais devenir le standard des grandes armées de conscrits. Pourtant, l'héritage du FNC ne se mesure pas aux chiffres de vente. Il se mesure à ce qu'il a représenté pour la Belgique et la FN Herstal.
Ce fusil a prouvé qu'un petit pays pouvait s'adapter aux changements sans renier son identité technique. Il a montré qu'il n'était pas nécessaire de disposer d'une technologie révolutionnaire pour créer de la valeur. Il suffisait d'une attention méticuleuse aux besoins réels et d'une discipline constante dans l'exécution. Le FNC n'était pas célèbre, mais il fonctionnait, et dans le domaine de l'ingénierie, c'est le plus beau compliment que l'on puisse faire. L'influence du fusil est apparue dans des endroits inattendus. Lorsque la FN a conçu le P-90 à la fin des années 1980, les ingénieurs se sont appuyés sur les leçons tirées du système de gaz du FNC. Quand la Fabrique nationale a développé le SCAR dans les années 2000, la modularité et la simplicité qui caractérisaient la philosophie du FNC étaient toujours visibles dans l'architecture de la nouvelle arme. Le FNC n'a pas révolutionné le domaine, mais il l'a affiné. Et cet affinement est devenu partie intégrante du savoir-faire de l'entreprise. Pour la Belgique, le FNC était la reconnaissance discrète d'une vérité plus vaste. L'histoire n'attend personne. Le pays qui avait équipé la moitié des armées du monde avec le FAL ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers. Le monde était passé au 5,56 mm et la Belgique devait suivre le mouvement ou devenir insignifiante. Le FNC fut cette transition rendue concrète, un objet honorant l'héritage de la FN tout en acceptant que l'avenir exigeait d'autres réponses. Aujourd'hui, le FNC reste en service limité au sein de certaines unités spéciales, maintenu davantage pour sa fiabilité que pour un avantage technologique quelconque. Des modèles plus récents l'ont surpassé en termes de modularité et d'ergonomie. Mais ceux qui l'ont porté s'en souviennent avec affection, non parce qu'il était extraordinaire, mais parce qu'il était digne de confiance. En fin de compte, c'est cela l'ingénierie, non pas la poursuite de la perfection, mais la garantie de la fiabilité quand cela compte le plus. Le FNC a rempli cette mission sans bruit, et c'est pour cela qu'il mérite qu'on s'en souvienne. Si vous appréciez ces récits authentiques sur la manière dont l'ingénierie a façonné notre monde, abonnez-vous à la chaîne, laissez un « j'aime » et dites-nous depuis quel pays vous nous regardez.